Ok, je vais tout avouer. Ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Je travaille dans une entreprise qui faisait des jeux vidéo, qui faisait des jeux mobiles. Et l'un des jeux les plus populaires sur lequel on travaillait, c'était Magic the Gathering, le fameux jeu de cartes, mais la version mobile sur téléphone. Et on a lancé le jeu et ça commençait à pas mal bien marcher. On avait de plus en plus de joueurs, on rajoutait de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de cartes, des choses comme ça. Et donc tout se passait bien, jusqu'à un jour où je reçois une alerte. La fameuse alerte de monitoring que personne ne veut recevoir qui dit que le jeu fonctionne plus. Et donc moi, j'étais administrateur système sur ce jeu-là, je m'occupais des serveurs qui étaient sur AWS à l'époque. Et quand je reçois ça, et ben, je prends mon téléphone et je commence à essayer de jouer au jeu pour voir ce qui va pas. Et je vois qu'il n'y a rien qui va en fait. J'arrive même pas à me loguer, tout est lent, tout est buggé, tout est bizarre. Et on pourrait se dire, bon bah, un jeu mobile qui marche pas, c'est pas si grave, sauf que le problème c'est que l'entreprise continue à payer les développeurs, continue à payer les serveurs, sauf que si les gens ne peuvent pas accéder au jeu, ils peuvent pas dépenser dans le jeu, et donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc c'est une situation qui est assez critique, ça veut dire qu'à chaque seconde qui passe, l'entreprise perd de l'argent. Et donc moi, comme je suis plus l'admin dans l'histoire, c'est moi qui reçois l'alerte, sauf que j'ai rien changé dans l'infrastructure. Et ça marchait hier, ça marchait ce matin, et ça marche plus maintenant. Donc je sais pas trop quoi faire. Et généralement, quand on sait pas trop quoi faire, toi-même tu sais, on redémarre tout, on croise les doigts et on espère que ça va régler le problème magiquement par miracle. Et donc sur ce jeu, on avait ce qu'on appelait une kill switch, qui était une petite interface où on pouvait fermer le jeu. C'est-à-dire qu'au lieu que le jeu il bug ou qu'il fasse des trucs bizarres ou qu'il soit lent, on pouvait faire en sorte que les joueurs ils avaient un petit message qui leur dit le jeu est en maintenance, revenez plus tard. Et donc j'utilise ça, j'active la kill switch et pendant ce temps-là, je regarde si les machines n'ont pas de problème. Il n'y avait rien de spécial, elles n'avaient pas de problème de ressources, elles avaient largement assez de CPU, de mémoire, etc. Donc il n'y avait rien de particulier qui laissait penser que c'est un problème système au niveau de l'infrastructure des machines. Donc dans le doute, je redémarre un petit peu tout, et puis pour retester, je désactive la kill switch. Et donc là, je prends mon téléphone et je rentre dans le jeu, et je vois que, par miracle, tout remarche. Donc tout remarche, je suis un héros, j'ai sauvé l'infrastructure, sauvé le jeu, les gens peuvent continuer à jouer, on continue à faire de l'argent, tout va bien. Tout va bien, mais pas vraiment. En fait, oui, le bug est résolu sur le moment, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et a priori, ça vient pas vraiment de l'infrastructure, donc ça vient plus de peut-être un bug qui serait dans le code, qu'il faudrait fouiller pour trouver, et ça, je peux pas vraiment le régler. Et donc il faudrait commencer à aller demander aux développeurs d'aller fouiller dans toute la code base du back-end pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut reproduire ce bug, sachant que c'est très difficile à reproduire parce que ça arrive un peu au hasard comme ça, et dans les environnements de développement, c'est jamais arrivé. Et donc si on peut pas le reproduire, c'est le genre de bug qui peut être assez difficile à répliquer. En plus de ça, il y a toujours la pression sur l'équipe parce que le jeu vient de démarrer, mais les joueurs en demandent toujours plus. Il faut rajouter constamment des nouvelles fonctionnalités, rajouter des nouvelles cartes, etc. Et ça laisse très peu de temps pour aller fouiller sur un bug qu'on sait même pas combien de temps ça va prendre pour le trouver, sachant que c'est quelque chose qui rapporte pas de l'argent directement. Et donc les jours passent, on commence à oublier un petit peu ces histoires, mais quelques jours plus tard, exactement le même bug réarrive. Et donc je reçois l'alerte, je retourne, je revérifie. Là évidemment j'ai un peu une meilleure idée de ce qui se passe, donc j'active la kill switch. J'attends 5-10 minutes, je désactive la kill switch, sans rien même toucher à l'infrastructure ni rien du tout, et le jeu se remet à marcher. Donc c'est vraiment un bug mystère. Et donc ça veut dire qu'on a quand même une solution temporaire, et donc ce bug il continue à réapparaître de temps en temps, tous les 2-3 jours. Et donc moi je continue à recevoir mon alerte, et à fermer le jeu, rouvrir le jeu, et puis boum boum, voilà, Thomas il est trop fort, il a réglé le problème à chaque fois. Sauf que le problème n'est toujours pas réglé. Et donc ça redevient un petit peu une habitude, presque un rituel, hein. Tous les 1 ou 2 jours, hop, on referme, on rouvre le jeu. Et donc on s'habitue, et donc ça devient plus trop un gros événement. Ah ok, bon bah le jeu il est indisponible pendant quelques minutes, le temps que je le redémarre, et puis voilà. Tu vois. Et donc ça fait que j'ai même plus besoin vraiment de communiquer trop, je perds pas vraiment le temps à alerter le manager, demander la permission de pouvoir fermer le jeu, etc. Je fais juste fermer le jeu, rouvrir, et puis bon, tranquille, fini. Et ça continue comme ça pendant une semaine ou deux. Et ça continue. Et ça continue pendant des semaines et des semaines. Je commence à fatiguer. Je peux recevoir des alertes à n'importe quel moment de la journée, et je les reçois à n'importe quel moment de la journée. Et au bout de quelques jours, il y a un jour où particulièrement, je suis assez fatigué. Je sais pas ce que j'ai fait la veille ou quoi. Mais ce jour-là, je sens que je suis un petit peu plus fatigué que d'habitude. Et donc, je commence la matinée tranquillement. Et puis arrive midi. Midi, je vais manger. Et là, évidemment,
Si t'es déjà un peu fatigué dans la journée, et en plus de ça, tu manges un bon repas et tout. Dans l'entreprise où j'étais, il y avait une bonne petite cafette, on mangeait bien, etc. Et à ce moment-là, devine quoi? Je reçois encore une alerte. Donc je retourne sur mon ordi. Comme d'habitude, c'est la 15e fois que je le fais. Je ferme le jeu, je me dis je vais attendre 5-10 minutes et je vais le rouvrir. Je finis de manger, là, ça commence à être vraiment dur. Là, je suis vraiment KO, je suis fini. Et si je veux finir la journée, il faut vraiment que je recharge les batteries. Donc je me dis, vas-y, je vais faire une petite sieste vite fait, histoire de finir l'après-midi. Donc je me trouve une petite salle bien sombre où je me mets au fond. Je me trouve un petit canapé là, et là je m'installe. Et là, c'est fini. Ça part pour une grosse sieste. Sauf que là, le client, ceux qui nous payent pour qu'on fasse le jeu, ils remarquent que le jeu est éteint. On peut plus accéder au jeu. Et donc ils contactent tout de suite le manager de l'équipe et ils disent c'est bizarre, est-ce qu'on avait programmé une maintenance aujourd'hui? Je comprends pas, le jeu il est éteint, c'est bizarre, j'arrive pas à accéder. Là le PM évidemment, il est vert, il va sur le jeu, il voit que le jeu marche pas, il se dit c'est quoi ce bordel? Il a eu aucune alerte, aucun message, aucun rien du tout. Donc vite, il commence à me chercher partout. Il va à mon bureau, je suis pas là, il va dans la cafette, je suis pas là. Donc là il se dit oh là là, putain on est dans la merde, il commence à courir partout, dans toutes les salles de réunion, partout, il me trouve pas. Jusqu'à ce qu'il voit la petite salle sombre où il y a personne et les lumières sont éteintes, et il rentre dans la salle, et là il me voit tout au fond dans le fauteuil en train de taper ma meilleure sieste. Et donc il allume les lumières, il se dit mais ça va, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, moi je sors de mes rêves, je me dis non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et il me dit, c'est parce qu'en fait là, le jeu il marche plus, on sait plus trop pourquoi, est-ce que tu peux jeter un œil, regarder ce qui se passe? Et là, instantanément, moi je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est moi qui ai fermé le jeu et je l'ai jamais réouvert. Donc là, je fais genre, ah oui, je vais regarder, puis je vais sur mon ordi, je fais genre de regarder, puis je rouvre le jeu, et là, par magie, tout remarche. Et ça, c'était seulement une seule fois où j'ai foutu la merde en prod. Juste avant la suite, je vais vous parler d'un projet auquel j'ai participé. En fait, c'est un podcast qui est dédié aux dernières technologies, l'innovation, l'IA, la cybersécurité, l'entrepreneuriat, etc. Et ça s'appelle Tendance Inno. C'est le podcast de Docapos que vous connaissez peut-être déjà. Et en fait, pour chaque épisode, il y a un expert différent sur le thème en question pour pouvoir discuter des sujets un petit peu plus en profondeur. Et moi, j'étais sur l'épisode de la cybersécurité, sur comment protéger ses données, etc. Et j'étais accompagné par Simon Réniche, qui lui est un petit peu plus calé là-dessus, c'est un vrai expert. C'est le cofondateur d'un réseau privé sur les pros de la cybersécurité. Et donc, on a partagé pas mal de petites astuces pratiques pour pouvoir savoir comment protéger ses données, éviter les cyberattaques, etc. Et Tendance Inno, c'est quand même assez bien vulgarisé, donc c'est cool pour ceux qui veulent suivre les dernières technos, mais quand même toujours en approfondissant les sujets avec des experts, comme je le fais un petit peu sur ma chaîne. Et donc c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Il y a le lien dans la description vers mon épisode, mais si ça t'intéresse, je te mets aussi les liens vers les autres épisodes. Donc je te laisse me dire ce que t'en penses, et puis si t'aimes ça, peut-être que j'en ferai plus dans ce format. Une autre fois, je travaillais dans une boîte qui faisait un moteur de recherche, donc pour pouvoir chercher des produits, comparer les prix, les spécifications, les choses comme ça. Et j'étais le premier administrateur système de l'entreprise, c'était aussi mon premier job d'admin 6. Et donc j'ai mis en place un petit peu l'infrastructure. Parmi les technologies qu'on utilisait principalement Elasticsearch, qui est un système de base de données pour pouvoir chercher dans du texte. Donc aujourd'hui c'est plus utilisé pour gérer les logs, peut-être un petit peu des métriques, des choses comme ça, mais à la base c'était vraiment un engin de recherche pour pouvoir chercher du texte. Si par exemple je cherche quelque chose et que je fais une faute d'orthographe, et ça va quand même trouver le bon mot que je voulais. Si par exemple je cherche table, ça peut me proposer bureau, des choses comme ça. Et donc cette base de données, comme beaucoup de bases de données même maintenant, elles sont faites principalement pour être utilisées en interne, c'est-à-dire dans un réseau privé qui n'est pas exposé sur internet, parce qu'évidemment tu ne veux pas exposer tes bases de données à tout le monde. Et donc c'est la manière dont je les ai configurées. Je les ai mis dans un réseau privé qui n'a pas accès à internet depuis l'extérieur. Et comme ça, nos machines de back-end, où il y a notre application qui tourne, elles peuvent accéder à l'application, mais on ne peut pas accéder depuis l'extérieur. Et puis c'était nickel. Tout se passait bien, l'infrastructure tournait bien, solide, redondée, haute disponibilité, plusieurs serveurs et tout, c'était nickel. Et on utilisait un petit peu AWS, c'était pareil, c'était un petit peu au début. Comme on avait parfois un peu plus de charge, ou parfois on avait des démos à faire, des choses comme ça, c'était un petit peu plus pratique de pouvoir démarrer et arrêter des machines sur AWS que de devoir prendre des machines au mois ou de les avoir dans notre propre salle serveur, un truc comme ça. Ce qui est un petit peu plus chiant à gérer, un petit peu moins agile, quoi. Et tout se passe bien comme ça pendant des mois et des mois où l'infra tourne et les gens continuent à aller sur le site, ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Sauf qu'un jour, là faut que je reprenne mon souffle, sauf qu'un jour,
il y a un des développeurs qui commence à mettre en place des statistiques dans l'application, dans la base de données, pour pouvoir savoir c'est quoi les requêtes qui sont les plus fréquentes pour potentiellement optimiser des trucs. Et à un moment, il vient me voir et il me dit « Mais Thomas, est-ce que tu peux venir voir un truc vite fait parce que c'est bizarre, il y a un truc que je comprends pas. » Donc moi, je vais voir et tout. Et en fait, il montre les requêtes les plus fréquentes, le top 5, top 10 des requêtes de la base de données. Et en gros, dans le top 3, top 4, les requêtes, elles font pas de sens, elles sont vraiment bizarres. C'est pas des requêtes comme des trucs que les gens cherchent ou des choses comme ça. C'est des requêtes vraiment bizarres comme user, delete, des choses comme ça. Et il me dit, au départ, je pensais que, on s'était fait hacker, qu'il y avait quelque chose dans le back-end ou quoi. Et donc, j'ai tout revérifié, j'ai logué la même chose dans le back-end. Et ces requêtes-là, je les reçois pas dans le back-end. Donc, c'est-à-dire que c'est pas notre application qui envoie ces requêtes à la base de données. Et pourtant, c'est la majorité des requêtes qui sont envoyées à notre base de données. Donc il dit, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que tu peux regarder du côté de la base de données, du côté de l'Elasticsearch, s'il n'y a pas quelque chose de chelou? Et donc moi je regarde parce que il y a évidemment quelque chose de chelou, ça ne devrait pas être le cas. Et en fait je m'aperçois que dans AWS, ton réseau privé, il est privé, mais privé avec tous les autres clients de chez AWS. Ça veut dire que n'importe qui crée un compte AWS, il peut accéder directement à ma machine dans le même réseau privé, 10 points quelque chose. Et Elasticsearch, c'est un système de base de données qui est fait pour être en interne et donc du coup qui n'a pas d'authentification par défaut. C'est-à-dire quand tu l'installes, n'importe qui a accès au port 9200, il peut faire des requêtes à la base de données. Et donc ça veut dire que depuis des mois, toute cette base de données qui est utilisée par l'entreprise, elle est exposée à presque tout le monde, n'importe qui veut créer un compte AWS. Et donc ce qui arrivait, c'est que des gens créaient des comptes et ensuite ils mettaient des bots qui allaient scanner la plupart des machines sur le réseau privé d'AWS et ils tapaient sur les ports de ce type de base de données-là qui n'ont pas d'authentification par défaut, ce qui est le cas de beaucoup de systèmes de gestion de base de données, et pour pouvoir facilement aller essayer de fouiller dedans, récupérer des informations, essayer de voir ce qu'ils peuvent faire avec. Donc évidemment, c'était il y a pas mal de temps. Maintenant, depuis, AWS a une fonctionnalité qui s'appelle Virtual Private Network, qui fait en sorte que chaque client a son propre réseau privé virtuel, même si c'est techniquement sur le même réseau physique, et il n'y a pas un client qui peut aller pinguer toutes les machines d'un autre client. Dans une autre boîte où j'ai travaillé longtemps, un jour on vient me voir avec une requête un petit peu bizarre. En gros, on avait une infra un petit peu compliquée avec des services un petit peu partout. Et dans un certain pays, je dirais pas lequel, certains types de données, je sais pas lesquels non plus, doivent absolument rester dans ce pays-là. Donc ça veut dire que pour le monde entier, les bases de données, elles sont centralisées et donc tout arrive au même endroit, pour cette application-là en particulier. Mais pour ce pays très spécifique, il y a quelque part, dans des locaux là-bas, sous le bureau de quelqu'un, un petit ordi qui traîne, et c'est là-dedans qu'il y a la base de données qui gère les données des citoyens de ce pays-là. Et moi, j'étais en train de m'occuper de faire une migration vers le cloud, et on arrive au moment où ce service-là, pareil, il doit être migré vers le cloud. Et donc, les services en question, on a pu les migrer dans le cloud, mais vraiment la base de données en elle-même, il faut absolument que légalement elle soit dans ce pays. Donc on fait la migration, et ma mission à moi, c'est de faire en sorte que quand les données viennent de quelqu'un qui est dans ce pays-là, et que les données soient redirigées vers cette fameuse base de données mystère secrète. Et donc à la base, la première chose à laquelle on pense, c'est de mettre en place un proxy. Donc un proxy, c'est une espèce d'intermédiaire qui va recevoir la requête pour pouvoir la renvoyer de l'autre côté. Mais c'est une application en plus à devoir gérer, à devoir connaître, à devoir administrer, à devoir backuper, sécuriser, etc. Je sais pas pourquoi, moi à ce moment-là, je me dis que peut-être qu'on peut faire sans. Peut-être que ça serait beaucoup plus simple d'utiliser les IP tables. Les IP tables, c'est en gros les règles de firewall dans Linux qui sont intégrées à Linux et donc c'est géré directement par le kernel. Donc c'est super performant, c'est super sécurisé, c'est aussi beaucoup plus facile et robuste à mettre en place. Donc je fais mes petits tests, je mets ça en place petit à petit et je fais ça nickel, infra as code, serveur qui se répare automatiquement, CI/CD, monitoring, tout ça, tout est vraiment carré, parfait, dans les règles de l'art. Et donc, on envoie ça en production, et tout le monde est content, parce que voilà, on a réglé le problème, c'était un sujet un peu touchy, boum, boum, ça redirige, et on peut garder toute notre infra dans le cloud, et on garde juste ce petit truc qui traîne là-bas, mais voilà, c'est vraiment juste un cas particulier, mais voilà, ça marche nickel. Et quelques semaines plus tard, il y a un des DBA, donc c'est les personnes qui s'occupent des bases de données, qui vient me voir et qui me dit « Ah, Thomas, il faudrait que tu regardes quelque chose, il y a quelque chose qui est bizarre. » Donc moi évidemment je commence à connaître un petit peu ce genre de requête de « Ah viens voir, il y a un truc bizarre ». Donc je commence à stresser un petit peu, on regarde ensemble et il me dit
voilà, tu sais, c'est bizarre là, je regarde les logs de toutes les bases de données, et pour cette base de données là en particulier, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de requêtes d'authentification. Quelqu'un qui essaye de se connecter à la base de données. Et là, c'est un petit peu critique parce que pareil, cette base de données, elle est en interne, donc ça veut dire que potentiellement, il y a peut-être une de nos applications qui est compromise et qui essaye d'accéder directement à la base de données. Donc ça sent vraiment pas très bon. Et là, je me souviens qu'il y a cette fameuse histoire de proxy, donc je commence à jeter un œil, et je me rends compte qu'en fait, tout simplement, le proxy est ouvert à tout l'internet. Donc là, c'est encore pire que la dernière fois, c'est pas juste à tous les clients AWS, c'est vraiment à tout le monde, la terre entière. Et donc il y a plein de bots qui traînent sur internet et qui essayent de se connecter sur des ports, et donc ils ont détecté ce proxy là comme étant une base de données. Et donc même si la base de données en elle-même, elle est dans un réseau privé d'un réseau privé de quelque part, le proxy en lui-même, lui, il est exposé sur internet, et donc il se prend plein de tentatives de connexion échouées, de gens ou de bots qui sont en train de spammer le proxy pour essayer de trouver le login et le mot de passe à la base de données. Cette fois-ci, on avait un petit peu plus de chance parce que ce type de base de données-là avait de l'authentification, donc ça veut dire que c'est pas juste open bar, quoi. Mais quand même, exposer une base de données sur Internet, c'est vraiment le dernier truc que tu as envie de faire. C'est un peu une erreur de noob, comme on pourrait dire. La morale de ces histoires, c'est que j'ai été la plupart du temps dans des entreprises où il n'y avait pas de culture du blâme, et donc je me suis jamais senti attaqué ou quoi d'avoir fait des erreurs. C'est ça qui fait que j'ai pu apprendre, et donc du coup ça me gêne pas d'en parler avec vous aujourd'hui. Et ça m'a fait comprendre aussi une chose, c'est que la culture du blâme, de toujours vouloir à dire qui a fait ça, c'est de la faute à qui, lui faudra le virer, c'est de la compétence, etc., etc. Tout ça, ça sert à rien et c'est même contre-productif pour 3 raisons. La première, c'est que s'il y a une culture comme ça dans l'entreprise, et puis même en général dans l'informatique, parfois on a un peu tendance à faire ça. Il y a pas mal de gens qui vont avoir tendance à vouloir cacher leurs erreurs et le problème, et du coup ça empire le problème parce que maintenant tu as un problème quelque part dans ton infrastructure et on le sait pas. Donc c'est encore pire. Et même si jamais on finit par le savoir, et comme les gens vont essayer un peu de camoufler, cacher leurs traces, ça va être encore plus difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Deuxièmement, la meilleure façon de jamais faire d'erreur, c'est de rien faire. Donc du coup, ça va impacter la productivité, ça va complètement détruire l'initiative, c'est-à-dire qu'on va plus jamais prendre le risque de vouloir faire quelque chose de nouveau, de vouloir essayer quelque chose, et donc du coup, c'est complètement contre-productif. Et la troisième chose, qui est la pire, c'est que quand on pointe du doigt et qu'on dit juste « Ah c'était sa faute, on l'a viré, c'est bon, ça a réglé le problème », en fait, ça règle pas le problème. Parce que la cause source du problème, c'est presque jamais la personne. Soit c'est un oubli ou une faute d'inattention, et dans ce cas-là, ça arrive à cette personne-là, demain ça arrivera à une autre personne. Et donc du coup, blâmer cette personne-là en particulier, ça fait pas de sens, puisque c'est juste une question de temps avant que quelqu'un d'autre fasse une erreur. Soit c'est un manque d'expertise, c'est-à-dire que juste on savait pas. Dans ce cas-là, on pourrait aussi dire que c'est aussi la faute de toutes les autres personnes dans l'entreprise qui savaient et qui n'ont rien fait. Et si jamais cette personne en question, c'est censé être l'expert qui devait savoir, maintenant au moins elle sait, et c'est comme ça qu'on apprend, et au moins maintenant on va pouvoir vraiment régler le problème. Et surtout faire en sorte que ça réarrive plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Parce que forcément pointer du doigt c'est facile, mais régler le problème c'est un petit peu plus difficile. On a 2 types de solutions, on a des solutions humaines et des solutions techniques. Mais la plupart du temps, quand on a un problème technique, on va essayer d'appliquer une solution qui est technique. Par exemple, pour l'histoire où j'ai ouvert les bases de données à tout l'internet, une solution humaine qu'on pourrait utiliser, c'est de faire des peer reviews. C'est quelque chose qu'on fait souvent dans le monde du développement, mais pas trop dans le monde de l'administration système. Mais comme on fait de plus en plus d'infrastructures as code, et du coup le métier se rapproche de plus en plus à un métier de développeur, et donc ça fait du sens d'adopter des pratiques de développement. Peut-être qu'avoir une peer review, c'est-à-dire que juste avant de mettre en production, quelqu'un vient voir ce que j'ai fait pour pouvoir donner son avis, améliorer, et puis voir s'il n'y a pas d'erreur, peut-être que ça aurait pu éviter d'avoir ce problème. Ça, c'est une solution un peu plus humaine, mais ce qui est encore mieux, ça aurait été d'appliquer une solution technique. Ça aurait pu être, par exemple, dans toute l'infrastructure, de mettre des règles en place qui empêchent l'ajout de règles de firewall qui sont ouvertes à tout l'Internet. Donc c'est quelque chose qui est complètement automatisé, il y a plein de solutions qui existent pour faire ça, et ça aurait évité que ça réarrive à n'importe qui dans le futur. Pour l'histoire de la sieste, bon, ça c'était un petit peu abusé, mais une solution humaine, ça aurait été de prioriser la correction des bugs en production, des bugs critiques, par rapport à l'ajout de fonctionnalités. Parce que c'est sûr que sur le moment, on veut toujours ajouter plus de fonctions, plus de fonctionnalités pour avoir des nouveaux utilisateurs, avoir plus d'argent, etc. Mais si on accumule de la dette technique, et du coup, ça finit par revenir nous embêter un jour ou l'autre. Et sinon, si on voulait vraiment trouver une solution plus technique pour ça, ça aurait été de faire en sorte que la fameuse kill switch, au moment où elle est activée par exemple, déjà elle peut envoyer un email aux personnes qui sont concernées, comme ça les gens ne tombent pas des nues quand ils voient que le jeu est fermé. Et deuxièmement par exemple ajouter une option pour pouvoir automatiquement la réouvrir au bout d'un certain temps ou quelque chose comme ça. Ce qui pourrait même être encore mieux, ce serait que la kill switch soit un petit peu plus intelligente, puisse envoyer des requêtes aux différents services du back-end, et quand ils sont tous OK, et là elle peut commencer à envoyer du trafic, et si jamais il y en a certains qui ne fonctionnent pas, et là on met automatiquement le jeu en maintenance, et donc ça pourrait éviter même d'autres types de problèmes qui n'ont rien à voir avec celui-là. Et pour l'histoire des bases
base de données Elasticsearch qui était ouvert à tout AWS, bah là c'est un petit peu la même chose, c'était un manque d'information, un manque d'expertise. Et donc avec cette nouvelle information, on peut revoir l'infrastructure pour vérifier qu'on n'a pas d'autres choses qui sont potentiellement ouvertes à tout le monde. Et pareil, mettre en place des outils qui vont nous empêcher de mettre ces règles dangereuses qui sont ouvertes à tout le monde. Comme ça, pareil, bah, ça règle le problème une bonne fois pour toutes, quelle que soit la personne qui déploie l'infrastructure ou qui déploie des règles de firewall. Ce qui m'a inspiré de faire cette vidéo, c'est certains retours sur certaines de mes dernières vidéos où je parle par exemple de failles sécurité ou les problèmes qu'il y a eu avec CrowdStrike, etc. Et si ce genre de problème ça t'intéresse et surtout comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir les détecter et les régler, et bah je te laisse aller voir cette vidéo.